Nous avons aujourd'hui une croissance qui se tient. Je maintiens la prévision de croissance à 2,5 pour 2022. C'est un des meilleurs chiffres de la zone euro. Je rappelle que nous avons le taux d'emploi le plus élevé en France depuis 50 ans, que l'investissement des entreprises se maintient, que le moral des chefs d'entreprise et des ménages français se maintient. Donc je veux bien qu'on imagine le pire. Et je pense qu'il est toujours nécessaire de préparer des hypothèses dans lesquelles le gaz russe serait coupé ou la situation économique serait plus difficile. Mais au moment où je vous parle, je veux surtout saluer les efforts des Français, des salariés, de tous ceux qui travaillent, des chefs d'entreprise, qui se retroussent les manches depuis des mois et qui nous permettent d'obtenir ces très bons résultats. La croissance française est solide, elle résiste et les fondamentaux de l'économie française sont bons. Je crois que ce qui est surtout essentiel, c'est de préparer une situation qui serait plus difficile en raison de la conjoncture internationale et en raison de la coupure du gaz russe et surtout, poursuivre la transformation économique du pays, poursuivre la réforme de l'assurance chômage, continuer à travailler sur une réforme des retraites, poursuivre les mesures qui vont permettre la réindustrialisation de notre pays. Et je ferai des propositions au président de la République et à la Première ministre pour accélérer la réindustrialisation de la France, qui est pour moi une priorité absolue. Poursuivre la transformation pour simplifier la vie des PME, simplifier la vie des entrepreneurs, leur permettre de créer plus d'emplois. Vous voyez que mon état d'esprit aujourd'hui est un état d'esprit résolument volontariste. La croissance française est solide, les résultats sont là. Nous avons devant nous des perspectives qui sont difficiles en raison de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique, mais raison de plus pour se retrousser les manches, travailler, poursuivre la transformation économique. C'est important parce que c'est le rendez-vous des chefs d'entreprise et que nous avons besoin des chefs d'entreprise, de leur talent, de leur résistance, de leur envie pour créer des emplois dans notre pays. Je rappelle l'objectif stratégique qui a été fixé par le président de la République au moment de l'élection présidentielle. Le plein emploi en France en 2027, c'est-à-dire un taux d'emploi autour de 5%. Ça n'est pas arrivé depuis le début des années 70, depuis un demi-siècle. Eh bien moi je mettrai toute mon énergie à ce que nous atteignions cet objectif. Et nous ne l'atteindrons pas à politique constante. Il faut continuer à transformer l'économie française. J'ai parlé de l'industrie, pour moi c'est la priorité absolue. Il y a des mesures à prendre pour favoriser l'installation d'usines en France, pour favoriser la vie des industriels. Nous allons engager la baisse des impôts de production, la suppression de la CVAE à hauteur de 8 milliards d'euros pour accélérer la réindustrialisation du pays. C'est ça poursuivre la transformation économique du pays. C'est tout faire pour que nous parvenions à renforcer la puissance économique de notre nation et à atteindre le plein emploi en 2020. C'est une très vieille question, l'interconnexion entre l'Espagne et la France. Donc dès lors que le président du Conseil espagnol et le chancelier allemand en font la demande, dès que des amis font une demande et une suggestion, nous examinons la demande et la suggestion de nos amis et de nos partenaires. L'Espagne et l'Allemagne sont deux partenaires très proches de la France. Quand ils font une proposition, nous l'examinons. Ça, vous attendrez que le séminaire gouvernemental se soit passé pour avoir le message du séminaire gouvernemental. Je sais ce que j'y dirais, mais je le dirai d'abord au président de la République, à la Première ministre et à mes collègues. Bon, regardons où nous en sommes en matière industrielle. Ça fait 30 ans que la France perd des emplois industriels, ferme des usines, délocalise. C'est un drame économique, c'est une faute politique et nous en payons toutes les conséquences aujourd'hui. Depuis 5 ans, nous avons engagé la réindustrialisation de la France, avec des résultats, puisque nous avons un solde net d'emplois industriels qui est positif sur le quinquennat passé. Maintenant, nous voulons accélérer. Accélérer, c'est quoi? 1. Créer des conditions plus favorables pour les entreprises industrielles avec la suppression, dans le budget 2023, des 8 milliards de CVAE restantes. On ne peut pas avoir des usines qui s'installent avec des impôts de production qui sont 4, 5, 6 fois plus élevés que nos voisins européens. La deuxième chose, c'est poursuivre dans l'innovation. Ce qui fera l'industrie de demain, c'est investir dans l'innovation, maintenir un crédit impôt recherche qui soit attractif et permettre à nos entreprises d'innover pour créer des produits qui soient de la meilleure qualité possible. Et le troisième enjeu, qui est peut-être le plus difficile et peut-être le plus important, comme toujours, c'est l'enjeu humain. Comment est-ce que vous formez des jeunes au métier de l'industrie? Comment est-ce que vous rendrez l'industrie désirable? Ça, c'est l'enjeu le plus important. Montrer à un jeune de 18, 20, 22 ans
hommes ou femmes, parce que nous avons besoin de femmes dans l'industrie, que l'industrie est prometteuse, qu'elle est créatrice de richesses, qu'elle est porteuse d'avenir, que les formations, les qualifications dans les métiers industriels sont de belles formations, de belles qualifications qui ouvrent de belles carrières pour votre vie professionnelle. Ça, c'est l'enjeu le plus important, celui de la formation et de la qualification, celui auquel nous nous sommes attelés avec la Première ministre et avec le ministre du Travail, Olivier Dussopt, mais je peux vous dire que nous sommes déterminés à accélérer sur ce sujet de la réindustrialisation. Un conseil de défense est secret, donc seul le président de la République décide de ce qui sort d'un conseil de défense. En fait, ma méthode a toujours été la même pendant la crise du Covid et elle restera la même pendant la crise inflationniste. Quand ça ne marche pas, on corrige. C'est aussi simple que ça. Le guichet unique aujourd'hui ne marche pas. On a ouvert un guichet, il y a 3 milliards d'euros qui sont disponibles et on a dit à toutes les PME, toutes les PE, toutes les entreprises, si vous avez des difficultés à payer vos factures, inscrivez-vous au guichet et on viendra vous soutenir. Les critères sont prohibitifs pour les entreprises. J'ai entendu le message, nous allons les simplifier dans les semaines qui viennent et je suis prêt à regarder tous les critères. Les critères de profitabilité qui sont visiblement trop complexes, la période de référence sur cette profitabilité des entreprises, aujourd'hui c'est une période qui est de 2 mois, on peut peut-être la raccourcir, et le niveau de consommation d'électricité ou de gaz que ça représente dans le chiffre d'affaires, aujourd'hui c'est 3%, je suis prêt aussi à modifier ce seuil. Aux entreprises que nous allons consulter avec Roland Lescure, de nous dire la meilleure simplification possible, nous les écouterons et nous le mettrons en œuvre. Nous définirons ce secteur vendredi et je ferai des propositions au président de la République en la matière, mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que vous avez des secteurs, si vous arrêtez la fourniture de gaz ou d'électricité, c'est l'outil de production qui est détruit. Dans la verrerie, par exemple, si vous arrêtez les fours avec lesquels vous faites du verre, le four est irrémédiablement perdu. Et il y a d'autres secteurs de production dans lesquels l'interruption n'est pas possible. Donc nous définirons les secteurs qui soit sont stratégiques pour l'économie, soit ne peuvent pas supporter une coupure de gaz ou d'électricité parce que c'est l'outil de production qui serait touché, de façon à les préserver. Tout ça, vous voyez, montre une seule chose. Nous anticipons la possibilité d'une coupure totale de gaz russe à destination de la France et de l'Europe, couplée à un hiver rigoureux. C'est une hypothèse, c'est l'hypothèse la plus défavorable, mais notre responsabilité est de préparer aussi les scénarios défavorables. C'est ce que nous a demandé le président de la République, c'est ce sur quoi nous travaillons. Peut-être que l'hiver sera doux, peut-être que l'alimentation en gaz sera meilleure que prévu, mais ma responsabilité de ministre de l'économie et des finances est aussi de prévoir et d'anticiper des scénarios plus difficiles. Parfaitement imaginer un prix de l'électricité qui soit fondé sur le coût moyen de production de l'électricité dans le pays. C'est ce qu'ont demandé nos amis espagnols. Moi, j'ai travaillé très étroitement avec Nadia Calvino sur ce sujet et nous sommes totalement mobilisés. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a une urgence absolue à découpler le prix de l'électricité du prix du gaz. Vous ne pouvez pas demander à nos amis espagnols d'investir massivement dans les énergies renouvelables pour avoir un coût de production des énergies renouvelables qui soit faible, et puis leur dire, au passage, le coût de production, ça ne va pas être le prix de référence des énergies renouvelables, ça va être le prix du gaz. Vous ne pouvez pas demander aux Français de financer 6 nouveaux réacteurs nucléaires pour avoir de l'énergie décarbonée, et leur dire, au passage, votre électricité décarbonée, le prix, ça ne va pas être celui du coût de production en France, ça va être le prix du gaz. Donc ce découplage est une urgence absolue. Et je souhaiterais qu'avant même que la réforme soit mise en place, parce qu'une réforme législative de cette ampleur prendra plusieurs mois, voire plusieurs années, que nous puissions nous entendre entre pays européens pour opérer rapidement ce découplage, en dehors même de la réforme structurelle du marché européen de l'énergie. La réforme structurelle du marché européen de l'énergie prendra plusieurs mois, voire plusieurs années. Moi, je souhaite que le découplage entre prix du gaz et prix de l'électricité décarbonée soit beaucoup plus rapide. Quand nous avons abordé le projet de loi de finances rectificative, j'ai dit que je l'abordais dans un esprit d'ouverture et de compromis. Et nous avons travaillé, bien travaillé. Je pense que c'est exactement ce qu'attendent nos compatriotes. J'ai tendu la main à tous les groupes politiques à l'Assemblée en leur disant « mais est-ce que vous êtes prêts à soutenir telle mesure, telle autre mesure? Est-ce que vous voulez en modifier certaines ?» Nous avons tenu compte des propositions de certains groupes parlementaires. Quand on nous a dit, par exemple, vous ne faites pas assez sur les cuves à fioul, sur le chauffage au fioul de beaucoup de nos compatriotes, on a écouté la proposition et on a complété les moyens financiers pour les cuves au fioul. J'aborde le projet de loi de finances pour 2023
exactement dans les mêmes dispositions d'esprit. Le compromis, le dialogue, l'ouverture. Mais le compromis ne peut pas se faire tout seul. Donc je regrette la position qu'ont prise d'emblée les Républicains. Avant même d'avoir vu le budget, ils disent non. Je pense que ce n'est pas ce qu'attendent nos compatriotes. Les compatriotes attendent au contraire du dialogue, une amélioration de nos textes financiers qui passe par un esprit de compromis, mais l'esprit de compromis ne peut pas être le monopole de la majorité. Il doit être partagé sur tous les bancs de l'Assemblée nationale, sinon évidemment il n'y a pas d'accord possible. Et on doit d'abord commencer, pardon de le redire avec beaucoup de force, par économiser l'énergie partout, tout le temps, tout de suite. C'est par là qu'il faut commencer, par des petits gestes du quotidien, par le niveau de chauffage chez soi, dans les commerces, dans les entreprises, dans les administrations bien entendu. C'est regarder les petits gestes qui permettent de faire telle ou telle économie d'énergie. C'est ça la sobriété. D'accord, mais ça doit être la première étape. Avant qu'on parle de rationnement, avant qu'on parle de mesures qui sont difficiles, brutales, parlons d'abord d'un engagement collectif. C'est celui dont a parlé le président de la République. L'engagement collectif que chacun d'entre nous se sente responsable de la réduction de sa consommation d'énergie. Ça peut être le chauffage, ça peut être les déplacements, ça peut être les transports. C'est ça qui permettra d'aboutir à réduire la consommation d'énergie et donc à mieux nous préparer à l'hiver. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est celle qui va toucher les entreprises et qui peut les toucher de manière contraignante sous forme effectivement de rationnement. Mais ça ne peut être que le tout dernier recours. Parce que vous voyez bien que si vous coupez le gaz, même si c'est fait de manière organisée, anticipée, comme nous l'avons prévu et envisagé, ça a forcément un impact sur la croissance, donc sur l'emploi, donc sur la prospérité et le pouvoir d'achat des Français. Or, je le redis, nous ne voulons pas ajouter une crise économique à la crise énergétique. Donc ce sont d'abord les économies d'énergie collectives qui doivent nous permettre de faire face à la situation de pénurie de gaz et ensuite seulement, en dernier ressort, le rationnement de l'énergie pour les entreprises. Donc nous nous retroussons les manches. Nous voyons bien qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises, qui créent des difficultés aujourd'hui avec un certain nombre de réacteurs qui sont à l'arrêt. Nous allons nommer une nouvelle direction pour EDF qui aura la responsabilité de remettre en route les réacteurs nucléaires, de préparer le plan de construction des 6 nouveaux EPR et de garantir que nous produisons plus en France par les énergies renouvelables, par l'énergie hydraulique, qui est aussi une énergie très prometteuse, et par l'énergie nucléaire. L'hôtellerie, café, restauration, nous avons beaucoup soutenu pendant la crise et c'était parfaitement légitime. C'est un secteur d'activité qui fait partie de la culture française. Maintenant, où que vous alliez en France, les restaurateurs, les hôteliers vous diront la même chose, nous ne trouvons pas la main-d'œuvre dont nous avons besoin. C'est quoi les solutions? D'abord, il faut que le métier soit attractif. Et pour qu'il soit attractif, il faut qu'il paye. Donc il faut évidemment que dans ce secteur-là, les rémunérations soient plus importantes. Il y a déjà eu un accord qui est passé, qui est un accord significatif, et je salue l'effort qui a été fait par tout le secteur HR pour améliorer les niveaux de rémunération dans l'hôtellerie et dans la restauration. Ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Il faudra en plus améliorer les conditions de travail, les perspectives de carrière dans l'hôtellerie, dans les restaurations. Organiser mieux le planning de ceux qui travaillent dans l'hôtellerie, dans la restauration. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, j'en ai parlé tout à l'heure, demander à un jeune de venir faire son service à midi, le quitter à 15h, entre 15h à 18h, lui dire tu fais ce que tu veux mais tu te débrouilles et tu reviens à 18h, mais c'est des choses qui doivent évoluer. Il faut tenir compte des attentes nouvelles des générations qui viennent pour qu'ils puissent s'organiser mieux dans leur vie professionnelle, avec leur vie privée et leur vie familiale. Et puis il y a un troisième sujet que je mets sur la table qui me paraît très important, c'est le logement. Il y a un vrai problème de logement. Dans l'hôtellerie, la restauration, très souvent c'est dans des zones qui sont touristiques, où les loyers, les prix des logements sont très élevés. Il faut que nous réfléchissions aussi à cette question des logements pour les salariés, pour les saisonniers de l'hôtellerie et de la restauration. Donc vous voyez, ne prenons pas les sujets par le petit bout de la lorgnette. Cette question de la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur HR est une question majeure. Elle touche beaucoup d'autres secteurs. Les réponses passent par la meilleure rémunération, par une nouvelle organisation du travail, par une réponse à la question très difficile du logement. Le prix du gaz et le prix de l'électricité augmentent, eux, de 70 ou 80%. C'est pour mesurer la protection que nous accordons aujourd'hui à nos compatriotes.
Si vous n'aviez pas la protection actuelle que nous leur accordons, plafonnement du prix du gaz, gel des prix de l'électricité, vous y auriez une explosion des factures de gaz et des factures d'électricité de nos compatriotes. Ça n'est pas le cas. Nous allons avoir dans les mois qui viennent des prix du gaz qui vont continuer probablement à s'envoler et des prix d'électricité qui resteront aussi très élevés. Nous prendrons les décisions dans les jours qui viennent avec le président de la République, avec la Première ministre. Je confirme simplement que ces hausses seront contenues. Pourquoi ? Parce que le choix stratégique que nous avons fait depuis maintenant 14 mois, c'est de lisser l'impact de l'inflation sur nos compatriotes. On ne va pas changer de politique en cours de route. On ne va pas leur dire au beau milieu de l'année ou en début d'année 2023, finalement on a changé de politique, jusqu'avant on vous protégeait et maintenant on fait passer une hausse brutale. Ce serait totalement incohérent. Donc il y aura du lissage, cela se fera de manière progressive et les hausses seront... Je ne vous donnerai pas de chiffres précis parce qu'on y travaille, je dis simplement qu'une hausse contenue, ça veut dire une hausse contenue et que lorsque vous regardez les prix de l'électricité et les prix du gaz aujourd'hui, je pense que nos compatriotes peuvent se dire qu'ils sont bien protégés.